Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver à partir de ce magnifique décor, à partir de ce magnifique jardin qui fait partie de cette maison pittoresque, donc de l'architecture ottomane, la maison d'Aïcha qui se trouve au niveau du boulevard des Martyrs. Encore une fois, ravi de vous retrouver à travers votre émission qui vous accompagne chaque été durant donc la saison estivale, brise d'été. Ce matin, en compagnie de Nabila Abada, nous irons en visite à la Casbah, nous emmènera vers des ruelles que nous pourrons, ou elle va nous proposer carrément des circuits touristiques que nous pourrons donc demander au niveau de la Casbah. Mounia Witis, dans sa rubrique, elle nous parlera de l'indispensable des vacances, donc avant de partir en vacances, comment préparer sa valise et surtout, qu'est-ce qu'on peut avoir dans notre trousse de santé, particulièrement si jamais il y a des petits bobos. Et encore, Myriam Oussaïd, elle, nous fera découvrir encore de belles plantes ornementales à travers sa rubrique Coin vert. Yazid Ait Mahiddin, lui, reviendra sur la photographie et particulièrement une photo qui a marqué le défilé, donc qui a duré plusieurs jours et qui a accompagné bien sûr la célébration de l'indépendance de l'Algérie qui coïncide donc au 5 juillet 1962. Ce matin, nous nous intéresserons également à un parcours d'un chef cuisinier, lui qui se spécialise dans la cuisine méditerranéenne. Il nous parlera donc de son parcours, il nous parlera des bienfaits de la cuisine méditerranéenne, d'autant plus que le régime méditerranéen est un régime donc, qui est très préconisé et très conseillé par le corps médical, par les nutritionnistes aussi. Nous terminerons l'émission en musique puisque nous aurons un papa et sa fille qui viendront donc nous présenter leur nouvel album. Voilà un peu pour le menu de cette matinée. Mais avant de commencer, comme à l'accoutumée, ce sera une pause musicale avec laquelle nous allons commencer. Abdelkader Chaou qui nous interprète
Et c'était donc Abdelkader Chao qui nous interprète cette magnifique chanson, donc qui fait partie du patrimoine musical algérien, Al Kasba wa Ana Wlidha. Et justement, nous allons aller du côté de la Kasba en compagnie de Nabila Abada. Bonjour Nabila. Amis du jour, bonjour. Comment ça va Nabila? Ça va très très bien. Avec écoute, ce beau soleil. Mais c'est agréable. C'est agréable. Yazid, je me déroge toute l'année. Ah ben oui, on est dans un palais, on est dans un style mauresque, c'est beau, c'est un régal pour les yeux. Oui. Voilà. D'autant plus que nous avons un pays qui est gâté par le soleil, mine de rien, 9 mois sur 12. Carrément. Carrément. La vitamine D, prescrite. Ah oui, c'est un gisement aussi pour les énergies renouvelables. Effectivement. Oui. Et vous l'auriez compris, Yazid est parmi nous. Et Yazid, tu vas nous emmener aussi un peu quelques années dans l'histoire, le 5 juillet 62 particulièrement. Le 2 juillet 1962. Un peu avant, quelques jours avant. Voilà. Et justement pour nous faire découvrir le défilé et ce qui a immortalisé surtout le défilé, la photographie. Une icône de la photographie. Enfin, j'allais dire une icône de la photographie, c'est un pléonasme. C'est carrément cette belle photo prise le 2 juillet 1962. Et justement, nous allons revenir à cette photo, mais avant cela, une virée à la Kasbah, ça te dit? Bah oui. Bah oui, toi tu connais très bien la Kasbah. Ah bah oui. Voilà. Alors, une virée à la Kasbah? Une virée à la Kasbah. Bon, après les gens vont dire oui, encore la Kasbah, mais la Kasbah n'a pas tout dit. Hein. N'a pas tout dit, effectivement. Non, pas du tout. Enfin, et avec le guide, un des guides, Yassine, on peut même choisir le thème de notre visite. Alors on peut. C'est la nouveauté un peu. Oui, exactement. Parce de ces derniers temps, c'est une tendance. Mais c'est ça, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir et on pourrait y passer la journée, si ce n'est le week-end, revenir et du coup, on n'aura pas tout visité en une seule journée. Attention. Voilà, effectivement. Donc autant cibler. Voilà, à thème. À thème. Et donc Yassine, il propose aussi notamment la visite de la bataille d'Alger. Donc à travers les ruelles, enfin le film Bataille d'Alger, à travers les ruelles, on revoit des scènes, des endroits, là où il y a eu l'explosion, le musée, enfin plein de... Il nous propose une virée dans ce sens. Voilà, effectivement. Yazid, il faut dire que la Kasbah, donc d'autant plus que c'est le cœur palpitant d'Alger, mais elle a quand même eu un rôle prépondérant lors de la Révolution. Bah oui, c'est le bastion de la Révolution algérienne, c'est le cœur palpitant de cette glorieuse révolution. Voilà, c'est une espèce de labyrinthe incroyable. C'est ce qui a d'ailleurs beaucoup aidé les Moudjahidines. C'est ça. On y va? Oui. En images et on se retrouve juste après pour commenter tout cela? Bien sûr. Allez, ce sera une virée à la Kasbah, plusieurs circuits que Nabila nous propose en compagnie du guide Yassine. Yassine, exactement. Et on se retrouve juste après. Et Nabila, regarde les escaliers, ça vous dit rien? Si, une séquence, la séquence de la lettre. Quelle lettre? T'as le tiromar. كان هنايا لا بوينت جا لو تيغومار حب يهضر معاه قال له مشي تلعب ومن بعد عطا له الكلمه شنو هي؟ الناس عندها زوج وجوه واحد يضحك واحد يضحك واحد يبكي هيا روح زيد فيه بعد عندهم زوج وجوه واحد يضحك واحد يبكي تو اللي بعتوك ايه انا اللي بعتوني ها احبس هاي لهنا تعرف تقرا؟ نعرف شد Il lui a remis une lettre. Oui. بعد قال له أروح تعرف تقرا. Oui. Ils étaient assis quelque part. هنا وقرا لا lettre هاي عندي لا lettre نقراوها كيف أنا هو اللي بتاع عمر مازالني صغير. Oui. ومتاع لي لابوينت. Oui. نقراوها كي تشوفي مليح à l'époque il portait des converses. Allez la pointe et بتاع عمر il portait des converses. Ah bon c'était pas fait exprès. Eh ben la mode a commencé chez nous. الله يرحمهم تربى معنا بتاع عمر انا يزيد هنا في عمر La lettre هاي يقولوا un café mort dans la Kasbah. Le propriétaire s'appelle Merarbi. C'est l'indicateur de la police. Tous les jours, à 5 heures précises, un agent de police vient le voir. Tous les jours, à 5 heures précises, l'agent de police vient le voir. Il reste quelques minutes, le temps d'échanger quelques mots, sous prétexte de boire une tasse de café, après quoi il sort. Tu dois tuer l'agent. ماشي مغربي لا police. صحة
fois arrivés à la rue Ammar Ali, nous traversons le marché du quartier de Jemaa Leboud. En face, c'était la synagogue du rabbin. Donc, parce que les Français ont détruit le centre de la Casbah. Ces interminables escaliers se nomment Drouj el-Kibda, vu l'importante influence à cause des sandwichs de foie préparés spécialement des mains de Karim. Tout à l'heure, Yassine nous parlait de bouche à oreille, comment le contacter. Là, on vient d'avoir un appel. Il n'y a pas de problème. Allah pour une visite. Le prix, comme c'est le sandwich, je vais rater des clients, donc le prix, 100 par personne. Donc, exactement. Ok, ça. Alors? Ça, c'est l'ambassade du donc pour une visite, Inch'Allah. Ah, super. Bah, samedi, c'est le Comme c'est l'ambassadeur, on ne peut pas dire la date. Ah, d'accord. Ah. Oui. مليحة. حكمت البري. حين دقت قلت لي صدقت في ذا الكلام الحاجبين قوسي في ترتابي. تعرفي ستاد واغنوني؟ ستاد واغنوني هذاك سي ان مارتير سي سون اونكل عمو هذاك سي ان ديسبارو هذاك سي ان ديسبارو راحوا ديسبارو الله يرحمه هادو سي لا فامي واغنوني انا قريت مع خوه الهادي قرينا لا قادر يقرا وهاوليك مع الشربات مازالها جديده الحاج نصر هنا سي دوماج اللي ما عندكمش ما كاش اوبسيون. C'était donc une belle virée que Nabila nous a proposée. Alors, Nabila, franchement, l'équipe de Escapade ne peut pas faire une virée sans manger. Non, on peut pas. Il faut prendre des forces parce qu'on bouge beaucoup, on dépense beaucoup d'énergie. Et donc, il y a eu le kibda. Il faut passer par là, il faut manger un peu de kibda. Ah, Yazid. نموت على الكبده. شكون اللي ما يحبش الكبده؟ نموت على الكبده, ça peut avoir plusieurs connotations dans le langage algérien. الكبيده الكبيده. Il y a le kibida au sens propre du terme, n'est-ce pas? Il y a le sens figuré du terme. Oui, absolument. Il y a beaucoup de sens pour le kibda, ou le kibadi, ou le kibda mchamila. Alors toi qui fais beaucoup de virées au niveau de la Casbah, c'est vrai que la Casbah propose plusieurs plats algérois, méditerranéens d'une manière générale. Quel est ton plat préféré au niveau de la Casbah? Ch'tet Hasserdine, chez Yassine, voilà. Tu nous as déjà parlé de Ch'tet Hasserdine. Même les sardines. Avec des petites boulettes aussi. C'est ça. Donc nous avons vu à travers les images que nous étions en train de découvrir, Nabila, que effectivement, donc ce sont des thématiques, mais ce qui était intéressant en compagnie de Yassine, c'est que vous avez carrément fait une mise en scène, on va dire. Exactement. D'une séquence mythique, on va dire, de la bataille d'Alger. Exactement. Donc il y a lorsque le petit Omar amène la lettre à Ali Lapointe. Et il y a un échange et on a voulu faire un clin d'œil parce que c'était l'endroit exact. Et donc on a fait à peu près une espèce de comparaison. Anna كنت علي Lapointe à cause de mes Converse et Yassine était... à cause de tes Converse, justement. Alors tu nous expliques pourquoi les Converse particulièrement. Ali Lapointe, durant tout le film, enfin la plupart du temps, il était avec les Converse parce que c'est des chaussures qui sont très urbaines, très agréables, qui vont avec tout et surtout confortables, surtout pour courir. Lorsqu'on est en fuite. Voilà, surtout, effectivement. Et donc, c'est vrai que la Casbah a beaucoup aidé les Moudjahidines. A beaucoup aidé. Dans ce sens, donc, nous avons eu un petit peu ce circuit historique, on va dire. Exactement. Mais d'autres circuits aussi ont été proposés. Oui, plusieurs. Circuits palais, pour voir les différents palais, les différents artisans. Plusieurs palais qui sont devenus de véritables musées aujourd'hui. Exactement. Il y a plusieurs. Mustafa Pacha. Voilà, il y a
a aussi les hammams ou les endroits qui ont été qui sont devenus maintenant des restos. Donc voilà, donc on choisit. Il y a un hammam particulier, Yazid, qui est oui, il y a hammam Sidna. Exactement. Aujourd'hui, la basse Kasbah, qui m'a le Jamak Tchawa. Il est très très agréable. Il y a toujours des oui. Elle y est toujours. Et on peut s'attabler avec d'une manière traditionnelle. On commande préalable avant pour savoir si on nous veut vous choisissez rishta ou la tchouka, enfin d'après toujours des plats exactement. Donc voilà, ça fait partie aussi du circuit. Il faut bien s'arrêter et manger. C'est pas étonnant de la part de l'équipe d'Escapade. Mais j'ai fini avec le qalb al-lawz. خرجوا الله شتي فينا ريحة رمضان. C'est le Kasbah, c'est le Kasbah. L'Aras, tout ça. C'est le Kasbah, c'est la magie de la Kasbah. Et puis la magie de la Kasbah aussi, c'est qu'on peut la visiter tout au long de l'année. Tout au long de l'année, exactement. Que ce soit l'été, le printemps, l'hiver. Oui. Non, il n'y a pas de souci. La Kasbah est là et elle nous attend pour nous prendre dans ses bras et nous parler de son vécu. Et effectivement, chaque élément de la Kasbah raconte une histoire, que ce soit les fenêtres, les portes, tout. Même les couleurs des fenêtres, des portes. Oui, effectivement. Non, tout a une signification. Une histoire à raconter. Mais sinon, Nabila, il faut dire aussi que au niveau de la Kasbah, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent et qui se convertissent un petit peu en guide touristique parce qu'ils ressentent un petit peu, probablement, je dis, la responsabilité de protéger ce patrimoine, de le promouvoir aussi. Mais ils voient, maintenant avec les réseaux sociaux, avec la télévision, on voit qu'il y a plusieurs endroits aussi des Kasbahs à travers le monde. Donc ces jeunes-là, maintenant, commencent à être jaloux de leur Kasbah. Oui. Et moi, lors de mes escapades à la Kasbah, j'avais rencontré un guide. Il est très jeune, il avait à peine 15-16 ans. Et il était accompagné, parce qu'on n'a pas pu le filmer, parce qu'il était accompagné d'un groupe diplomatique. Bon, il voulait il voulait rester discret, mais voilà, il avait 15 ans et il avait tout un groupe derrière lui d'étrangers et qui étaient là en train de boire les paroles de ce garçon. Là que je le salue, et il parle en français, en anglais, en italien et en espagnol, et il connaissait pratiquement tout sur la Kasbah. Ah ben voilà, donc si on a envie d'aller à la Kasbah, donc la relève est assurée, et ça m'a vraiment fait plaisir. Pour ce jeune de la Kasbah. Oui, exactement. Effectivement. Alors, si on a envie d'aller à la Kasbah, donc nous aurons plusieurs circuits. Plusieurs guides. Il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas être perdu, vous n'allez pas vous perdre. Vous allez trouver à travers les réseaux sociaux plusieurs guides, plusieurs propositions. C'est à vous de décider juste de l'heure, plutôt du jour, et puis du circuit que nous avons envie de faire. Ce qui est intéressant encore plus. C'est tout. Voilà, mais sinon, Yazid, on va aller un peu dans l'histoire, on va dire. On va aller du côté du 2 juillet, donc soit 3 jours avant l'indépendance. Oui, absolument. Donc le 2 juillet 1962, un photographe... En 1962, un photographe français qui s'appelle Marc Ribou. Et parmi les vingtaines de journalistes, de photographes comme Darol, Barrel, Caiston, etc., qui se déplacent pour filmer l'après-référendum de l'autodétermination. Et il est là, en ville, du côté de la rue Didouche Mourad. Et on voit là une voiture qui passe, une dauphine, une fille qui sort, qui scande Tahia el-Jazaïr, et il la prend rapidement comme ça, cette photo qui devient l'une des photos les plus spectaculaires, les plus emblématiques de ce jour. C'est un peu le génie des photographes, hein. C'est vraiment de savoir immortaliser l'instant T qui représente une situation particulière. Absolument. Et ce Marc Ribou, qui est sociétaire de la grande société Magnum, il a fait le tour du monde, il a filmé au Vietnam, il a filmé en Iran, il a été en Chine, il a été partout. Il est très très connu, et là, en argentique, donc en noir et blanc, il arrive à saisir ce moment de cette fille qui représente la double libération, celle du pays et celle de la femme, parce que
loin de tous les clichés des Fatma dans lesquels l'image stéréotypée colonialiste voulait figer les femmes à l'époque dans ce statut de Fatma. Mais là, quand on voit cette femme qui est dans une dauphine, avec une famille, etc., il sort, qui dit Tahia al-Jazair, c'est un moment fabuleux de ce 2 juillet 1962. On rappelle aussi que c'est une image qui témoigne de cette Algérie urbaine, de ces quartiers de Al-Harrach, de Salambé, ceux qui ont connu un peu le 11 décembre 1961. Et là, cette image de dire que l'Algérie, en fait, c'était des problèmes sociaux, etc., etc. Mais non, finalement, c'est une Algérie qui est urbaine, qui est moderne, qui est là à dire Tahia al-Jazair, c'est-à-dire c'était cette soif pour l'autodétermination et pour l'indépendance. C'est un moment de liesse populaire et cette image en elle-même représente ce moment de joie de ce 2 juillet 1962. Parce que rappelons que la liesse populaire a duré depuis le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, plusieurs semaines. Plusieurs jours en fait. Voilà. Plusieurs semaines, effectivement. Donc la photo que nous sommes en train de découvrir d'ailleurs, de laquelle tu nous parles aujourd'hui, tout le génie était qu'on ressentait carrément l'émotion dans cette photo. Vraiment, on voyait la joie, on voyait la délibération, on voyait... Oui, on voit cette fille, une adolescente, etc., avec ses cheveux lâchés, etc., bouclés, dans un chemisier blanc, et là, elle fait... En fait, elle sort un petit peu du cadre de cette petite dauphine pour montrer cette grandeur de cette Algérie, en fait. Et on rappelle également que... On voit également que cette donne démographique aussi, parce que ça rappelle une famille qui est entassée dans cette dauphine, cette petite voiture, et ça rappelle un peu cette donne démographique qui contrebalance la visibilité des Algériens qui sont devenus plus visibles que la minorité européenne qui voulait imposer le diktat de la colonisation et ceux qui voulaient que ce soit l'Algérie française. Mais finalement, l'Algérie indépendante, elle était là pour scander et pour dire qu'on est là et que c'est notre pays. Et cette image résume tous les discours, résume tous les prêches, En fait, il n'y a pas photo. Mais là, on est en train de voir cette très très belle... ce beau tirage, en fait, en argentique que Marc Ribou a réussi à saisir en cet instant du 2 juillet 1962. Il y a aussi d'autres photographes, Raymond Despardants, qui a filmé pratiquement, qui a pris en photo pratiquement tous les accords d'Évian, toutes les assises donc, des accords d'Évian, même la photo de Karim Belkacem, la photo des pourparlers, etc. Et puis il y a aussi... Stevan Ljubonović, le grand photographe yougoslave, enfin serbe, qui a aussi fait un grand travail. C'est lui qui a aussi témoigné de la grandeur de cette noble révolution algérienne. Rappelons-le, il a été au maquis, il a filmé un petit peu on voit aussi même des actions de sabotage contre la voie ferrée, contre la cible ennemie, la cible de l'armée française. Et puis, après 62, il y a notre ami Laïa Rahmoud, donc le philatéliste Laroui, qui a fait un grand travail aussi par rapport à tous les anniversaires du 5 juillet 1962, 63, 64. Donc voilà, on lui rend hommage, Laïa Rahmoud. Voilà, je voulais en fait parler de ce moment magnifique, de cette photo qui reste, de cette fille qui reste une icône. Bien qu'on a essayé de chercher le nom de la fille, etc. Mais apparemment, c'était comme ça un moment, il l'a saisi, puis il n'a pas eu le temps de... Voilà. Il a capté l'instant et qu'il a resté l'instant. Effectivement, il faut dire que la photographie, c'est vrai qu'elle a cette magie d'immortaliser surtout ces moments. Tu as parlé des grands photographes de cette époque-là. Il y a aussi les studios Jomon, je me rappelle, qui avaient fait 5 carnets de photographie qui est parti un peu partout dans les différentes villes en Algérie pour, encore une fois, immortaliser ce moment. Ce qui était un petit peu amusant, c'est que ces photos, par la suite, ont été coloriées, si tu te rappelles, Yazid, avec les couleurs de l'emblème national. Moi, je voulais simplement dire que cette photo de cette
adolescente qui respire la liberté et l'indépendance. Elle rappelle aussi ces grands portraits de Hassiba Ben Bouali, de Jamila Bouhired, de Jamila Boupacha, etc. Toutes ces belles photos, donc elles se sont un petit peu cristallisées dans cette photo de cette fille angélique qui scande Tahia al-Jazaïr. Voilà, c'est vrai qu'elle représente un peu tout le sacrifice de tout le peuple algérien, mais aussi de la femme algérienne. Et puis il y a aussi ce moment parce que c'est une photo de scène, enfin c'est une scène de vie en fait, il a pris cette scène comme ça. Et avant il y avait des photos dans les studios, notamment dans la rue de la Lyre, à Serchoualeh, beaucoup de studios photos qui ont commencé déjà à prendre des portraits comme ça, comme les gens qui vont faire des portraits, etc. On a tous des portraits de nos aïeux qui ont pris des photos à la rue de la Lyre comme ça. Mais c'était des photos un peu figées, même si c'est des photos, les gens ils sont coincés dans le projecteur comme ça. Mais cette photo en pleine scène, elle rampe d'une manière spectaculaire avec tous les stéréotypes de ces images que les photographes de la France coloniale, on voulait imposer pour montrer finalement des photos pittoresques des femmes et des Fatma, parce qu'ils voulaient que la femme reste une éternelle Fatma. Mais cette photo dit tout à fait le contraire. Voilà, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Yazid, de nous faire redécouvrir cette photo, parce que c'est vrai que c'est une photo qui nous accompagne chaque année, même dans certains livres scolaires, d'ailleurs. Merci beaucoup, Yazid. Nabila, merci beaucoup. Je voulais juste savoir quelque chose. Est-ce que tu fais toujours la collection des timbres? Tu penses que celui qui a été contaminé d'un virus, il va facilement... Parce que j'ai toujours un ami Khaled, il faut demander à Noul Houda si elle le fait toujours. Elle le fait toujours, Noul Houda, toujours en compagnie de son papa, et maintenant c'est le grand. C'est vrai? Eh ben oui. J'ai une carte postale pour toi aussi. Ah bon, ça ne sera pas de refus en tout cas. Ça sera pas de refus. Mais la dernière fois, j'ai vu un rassemblement au niveau de la Grande Poste. Qui se fait tous les samedis. Tous les samedis. C'est un rassemblement qui se fait tous les samedis. C'est vrai que ça s'est arrêté un petit peu avec la conjoncture sanitaire malheureusement. Et là, ça reprend. Effectivement, c'est un rassemblement. Là, on fait un petit peu des échanges. Mais c'est super. Donc voilà, Khaled, Noul Houda, elle est toujours aussi passionnée. Voilà. Super. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Notre virée très bientôt. On va un peu se calmer pendant l'été. On va prendre un peu l'air marin. Je me suis initiée au paddle. Ça va. Donc je prends le temps et après on reprend les choses et on reprend les escapades. Ah bah, très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Yazid, merci beaucoup. Merci, on se revoit très bientôt. Et dans un petit moment, nous allons à la rencontre de Meriem et de Mounia Witis. Mais avant cela, Meriem nous fait découvrir l'arbousier et surtout les bienfaits de ce fruit. À tout de suite. Une nature luxuriante, calme et paisible, des pins, des platanes, beaucoup de plantes aromatiques, mais aussi des fruits de bois, comme ce bel arbre, l'arbousier, avec ses fruits rouges et puis ses clochettes blanches qui, un jour, se transformeront en fruits bien mûrs. سيسنو قطلب عنده بزاف اسماوات حسب لي ريجيون. من المعروف بزاف هو سي لاربوزيي هذا لارب وهذا الفروي سي لاربوز لي تري سيكولون حلو اون فابريك دي جيلي دي كونفيتور même comme un fruit. Bien qu'il soit originaire de Méditerranée orientale, l'arbousier pousse bien chez nous. Discret, les hauteurs lui conviennent. Il peut atteindre jusqu'à 12 mètres de haut. C'est un fruit astringent. Aussi, il est émollient. Cet arbre, نلقاو فيه la feuille, نلقاو le fruit, ونلقاو en même temps هذه les clochettes صغار, les petites clochettes هذو, c'est la fleur qui nous donne un fruit l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, c'est un fruit à verdure annuelle. On utilise le fruit, la feuille, la fleur, les écorces et aussi on utilise le bois dont on fabrique des petites cuillères en bois, etc. C'est de l'art. C'est un fruit, c'est un arbre où il est très joli en plus. À Tipaza, le mont Chenois vaut le détour. Et
est de retour et c'était donc un reportage sur l'argousier, sur les bienfaits de ce fruit. C'était Siham Knouch qui nous a fait découvrir ce reportage et non pas Mariam Moussaïd qui nous a déjà rejoint. Mariam, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Tout ce qui est vert, je l'attribue à toi. Oui, comme par hasard. Ah, par réflexe. Hein. Par réflexe. Ça va, Mariam? Très bien. Ça se passe bien? Très bien, oui. On est bien entouré. Hein. Très très bien entouré. Dès qu'il y a de la verdure, moi je suis heureuse. N'est-ce pas? Donc j'imagine qu'après on risquera pas de te retrouver. Non. On va devoir te chercher un petit peu dans les bois. Voilà, effectivement. Très très beau jardin. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de comment préserver les graines, c'est ça? Exactement. Donc pendant le printemps, c'est très bien que on fait des semis, on récolte des fruits tout au long de l'année et arrive là, bien sûr la période estivale. Généralement, il y a beaucoup de graines qui arrivent à maturité. Donc, étant donné que les grosses chaleurs commencent, la plupart des plantes, on ne va pas dire toutes bien entendu, commencent à monter en graines et c'est le moment de conserver ces graines. Donc ne pas retourner encore acheter à chaque fois des graines. On va tout simplement récupérer les graines et les mettre à l'abri. Voilà, surtout si on part en voyage. Voilà, n'est-ce pas Mounia? Bonjour Mounia. Comment ça va? Ça va très bien. Sous le soleil, Mounia. Sous le soleil, exactement. Plein de vitamine D aujourd'hui. Plein de vitamine D et on va partir en vacances sous le soleil aussi. Voilà, alors on va partir en vacances sous le soleil. Nous allons déjà avoir quelques idées de comment conserver nos graines si on part en voyage. Mais surtout, aujourd'hui, on va s'intéresser en ta compagnie sur comment préparer un voyage, particulièrement l'indispensable des voyages. Exactement. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? À qui on doit laisser les animaux de compagnie, par exemple, les plantes. Comment faire pour les plantes? Comment on doit laisser notre maison? Il y a des petites astuces que je vais vous donner. Sa valise, comment la préparer. Ne surtout pas oublier certaines trousses, par exemple la trousse de secours et ce genre de choses. Donc c'est ce qu'on va développer dans... On va développer le fameux « on ne sait jamais ». Oui, on ne sait jamais. Ouais, ça, c'est la spécialité des femmes. Surtout. N'est-ce pas, Mariam, le fameux on ne sait jamais? On ne sait jamais, ça, c'est toujours dedans la valise. Franchement, pour un séjour de 3 jours, on prépare un séjour de 1 mois. Exactement. Voilà. Et en plus, alors, la question... Oui, pardon. Et en plus, quand on prépare un voyage avec des enfants, c'est pas comme quand on prépare un voyage en solo. Voilà. En solo, on peut se permettre quelques écarts. Quand on a des enfants, il faut faire très très attention, Mounia. N'est-ce pas? D'autant plus que les vacances, généralement, ça rime avec les petits bobos. Hein. Voilà, vacances, petits bobos. Donc une trousse de secours est obligatoire dans votre valise. Une trousse de secours avec l'indispensable de trousse de secours, donc des pansements, de quoi désinfecter les plaies, des compresses, du bandage. Parlez-nous des piqûres de moustiques et d'insectes. Ah, on va faire une rubrique bientôt spéciale piqûres de moustiques, d'insectes, de guêpes par exemple. Ça nous arrive souvent, surtout quand on prend une canette de boisson et on ne vérifie pas, parce qu'il faut toujours vérifier. On peut avaler une guêpe qui peut nous piquer à la gorge. Donc on va développer ça dans une prochaine rubrique. Mais dans la trousse de secours, bien sûr, il faut l'indispensable. Il faut une pommade aussi pour les brûlures, si on a un coup de soleil. Une pommade pour soulager les piqûres d'insectes, pour ne pas se gratter, ce genre de choses. Et puis aussi, il faut quelques médicaments, surtout si on a des enfants. Donc du paracétamol pour la fièvre ou les douleurs. Un thermomètre obligatoire, surtout quand on a des enfants, enfin toutes les mamans le savent, et un thermomètre est obligatoire. Des médicaments spéciaux pour, on va dire, les intoxications alimentaires. Quand on a anti-vomitif, anti-diarrhée. Pendant la saison estivale, malheureusement. Exactement, malheureusement avec la chaleur et tout ça, exactement. La conservation aussi des aliments. Des aliments. Toujours. Voilà, exactement. Donc, une trousse bien remplie. Si vous doutez par rapport à certains médicaments, c'est tout simple. Vous faites une visite chez le pédiatre de votre enfant. Il vous donnera une ordonnance avec tout ce qu'il faut avoir sur soi. Et pour vous, si vous ne savez pas réellement, voir avec le généraliste. Mais en général, c'est un antidiarrhéique, un anti-vomitif, du paracétamol, bien sûr, pour les douleurs, des pommades pour soulager les brûlures et les piqûres d'insectes, les pansements, de quoi désinfecter les plaies, des ciseaux, des pinces, par exemple la pince à tic ou la pince à épiler, surtout si on va là où il y a des oursins. Des oursins, d'éventuels oursins. Voilà, tout ou ça. Des cactus. Ou des cactus, pourquoi pas, exactement. Tout ça dans une trousse, dans une valise. Mais cette valise contient aussi d'autres trousses. Parce que dans une valise, il vaut mieux compartimenter. Maintenant, il y a des compartiments, il y a des sets spécial pour compartimenter la valise. Si vous pouvez vous le procurer, d'accord. Sinon, vous pouvez faire tout ça avec des sacs en tissu. Donc, par exemple, pour les sous-vêtements, les mettre à côté, dans un sac. Les vêtements de jour, les vêtements de nuit, par exemple, les vêtements de plage. Une trousse spéciale plage dans laquelle vous allez mettre votre crème solaire, un peigne pour se peigner, une crème pour les cheveux, protéger ses cheveux et tout ça. C'est la femme qui parle. Hein. Voilà.
cheveux, pourtant pas aussi longs que ça. Hein. Voilà, mais qui demande du travail. Voilà, sert beaucoup. Exactement. Donc comme ça, si vous descendez à la plage ou à la piscine, vous prendrez que cette trousse-là. Une trousse pour tout ce qui est shampoing, après-shampoing et tout ça. Bien sûr, prendre des petits flacons qu'on trouve dans le commerce. Vous allez remplir. Vous ne serez pas obligé de prendre la grande bouteille de shampoing, d'après-shampoing et d'autres. Une trousse dans laquelle vous allez mettre tout ce qui est câblage, on va dire, chargeur et tout ça. Le mettre dans une trousse, c'est plus simple de prendre la trousse, de retrouver son chargeur de téléphone, que de fouiller au fond de la valise, au lieu de fouiller au fond. La valise. Et une trousse, bien sûr, pour les chaussures. Une chaussure, les tongs et tout ça pour la plage, une seule chaussure de marche, une chaussure un peu plus jolie, on va dire. Si là où vous allez, il y a peut-être des festivités, des soirées, des concerts, pourquoi pas. Donc tout ça dans des sacs. Votre valise est prête, bien sûr. Ne pas oublier vos papiers. Donc si c'est sur le territoire national, des papiers d'identité, bien sûr. Si vous êtes sous traitement, une ordonnance de votre traitement, si vous avez une maladie ou autre, comme ça, même si vous avez un accident, votre ordonnance est sur vous. Si on doit vous évacuer en urgence, on sait ce que vous prenez et à quel dosage. Si vous partez à l'étranger, bien sûr, votre assurance voyage, le passeport, le visa, tout cela, bien sûr, dans une petite sacoche. La valise est faite, on est tranquille. On est tranquille. La maison. Maintenant, la maison, et justement, pour parler de la maison, on va parler de plantes. Voilà, on va parler de plantes. Donc, c'est vrai que c'est la grande hantise des femmes, hein, les plantes, parce que généralement, les balcons sont bien ornementés, aussi les entrées. Alors, il y a plein de plantes. Et là, on se pose la question, on va partir, on va revenir, on va trouver toutes les plantes mortes. Et ça, c'est vraiment la hantise. Oui, hein, c'est vraiment un souci. Surtout ceux qui ont la main verte. Exactement. Donc c'est comme si on avait des animaux de compagnie, c'est un petit peu la même chose. Donc on sera obligatoirement obligé de laisser le double des clés à un parent, de la famille, de façon à venir arroser les plantes. Parce que même si on part 2-3 jours, et c'est énorme, surtout en cette saison, parce que l'arrosage, c'est pratiquement quotidien. Et il y a des jours, en fait, tout dépendra on va dire de l'emplacement de votre appartement ou de votre maison. Donc si vous êtes, on va dire, plein sud, c'est clair que vous aurez le soleil toute la journée, et vous serez obligé d'arroser matin et soir. Et dans toute la maison aussi. Et dans toute la maison, exactement. Donc voilà. Alors, l'une des astuces que tu vas nous proposer aujourd'hui, c'est vraiment comment donc conserver les graines. Conserver ces graines. Donc, au lieu de retourner encore acheter des graines chaque année et tout, on va tout simplement, puisqu'elles sont là, elles sont à disposition, pourquoi ne pas le faire soi-même? D'abord, ça fait des économies. En même temps, ça peut être ludique, même si on a des enfants, on peut faire ça avec eux. C'est une super belle activité. Donc, aujourd'hui, je vous ai ramené donc, un basilic à grandes feuilles. Donc, comme vous voyez, il a commencé, on va dire, un petit peu, déjà, il a commencé à monter en graines. Donc c'est la fin de cycle pour ce. C'est ce qui explique un petit peu la couleur qui n'est pas très prononcée. C'est ça, parce qu'en fait ça y est, donc il est arrivé, on va dire en fin de cycle. Là il a commencé à faire ses graines, donc il est monté en fleurs. Ensuite les graines, donc le pied mère, donc va mourir, et on a les graines pour en replanter d'autres, parce qu'en fait c'est pas une vivace. Donc quand on a des vivaces, elle continuera à vivre même après avoir fait ses graines. Mais en ce qui concerne par exemple comme ce basilic à grandes feuilles, avec quoi on peut faire du pesto pratiquement, on va dire presque toute l'année sans la même verre. Oui, du pesto bien sûr. C'est très bon. Donc voilà, c'est l'idéal pour cette saison pareille. Alors moi ce que je vous ai concocté aujourd'hui, donc c'est faire ces petits sacs en papier, donc du papier craft. Pourquoi du papier craft? Tout simplement de façon à ce qu'il soit à l'abri de la lumière, parce que les graines doivent être à l'abri de l'humidité aussi. Ça protège bien de l'humidité. De l'humidité, et en même temps ça va respirer. C'est pas entièrement hermétique parce que étant donné que quand c'est hermétique généralement il faut que ça soit stérilisé, il faut beaucoup de conditions. Mais là on va le faire tout simplement à l'abri du soleil. Et en même temps, que ça puisse respirer, qu'il n'y ait pas de moisissure et qu'il n'y ait pas qui continue encore à sécher, et ça se gardera très très bien. Alors là, j'ai fait tout simplement donc un petit sac. Ce qu'on a fait, c'est quand vous allez faire vos courses, quand vous achetez quoi que ce soit, et qu'on vous donne un petit sac en papier craft, tout simplement, on va le récupérer. Et ça sera avec qu'on fera nos petits sacs. Et zéro déchet. Zéro déchet. Avec nous, c'est toujours que des économies. Alors voilà, donc une fois qu'on a préparé donc, nos petits sacs, donc là, je l'ai fermé tout simplement avec une agrafeuse, c'est facile, c'est rapide. Et là, on ira prendre notre plante, voilà, comme ça, Nour El-Houda. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la fleur sécher sur la plante. D'accord. Voilà, de façon à ce qu'on soit sûr que la graine a séché, qu'on n'ait pas encore à la sécher une deuxième fois et tout. Donc, on aura juste à récupérer de cette manière-là, donc les extrémités. Voilà, on va faire ça tout simplement. On mettra ça dans une petite assiette ou dans un petit récipient.
Et là, on n'aura qu'à frotter entre nos doigts, entre nos mains plutôt, comme ça. Et on aura les graines qui vont tomber. Et on aura juste à les récupérer. Donc là, elles sont toutes petites. Je ne sais pas si tu arrives à les voir, Nour. Si tu peux juste baisser un petit peu la main peut-être. Oui, hein? C'est bon, je vois. Voilà. Donc voilà, nos graines sont là. Comme on peut ne pas les égrener aussi, ce qu'on pourra faire aussi, si on veut, on va dire gagner du temps, on les mettra directement comme ça. Pas avec les tiges vertes par contre, uniquement celles qui sont bien sèches. Voilà, bien sèches. On les mettra dans notre sac et on n'aura qu'à refermer avec notre agrafeuse et mettre ça au fond d'un placard à la cuisine, de préférence à la cuisine ou dans, on va dire, l'endroit le plus frais de la maison, de préférence, parce que généralement à la cuisine, c'est un endroit qui est assez chaud, surtout pendant l'été, parce qu'on cuisine et tout ce qui s'en suit. Et puis il y a la cuisine qui va avec. Voilà, et on aura juste qu'à refermer, bien entendu à étiqueter, parce que si le temps passe, on risque d'oublier. On va tirer les graines, on va être là, on va dire c'est quoi, je sais pas, je m'en souviens plus. Alors tout simplement mettre un petit nom, l'année aussi, c'est important de savoir, et on recommencera l'année prochaine à semer ces graines-là qu'on aura récupérées. Alors justement, là, tu me tends la perche par rapport à l'année, donc ça a une période de conservation? Généralement, on conserve ça une année. Ça peut aller au-delà, mais généralement, il vaut mieux une année et à chaque fois refaire son semis et avoir de nouvelles graines de préférence. Et ben voilà, donc on peut le faire avec plusieurs plantes? Avec plusieurs plantes. Là, je vous ai juste ramené le basilic. On peut faire ça avec les tomates. On peut faire ça avec ses poivrons, on aura juste à faire sécher nos tomates, ou même on peut même la laisser sécher sur pied parce qu'en fait elle va se rabougrir, elle va durcir, on aura juste à récupérer les graines. Voilà, on peut faire ça avec tout. Quand on a des graines, on en profite, on les garde. Et on aura appliqué notre philosophie zéro déchet. Voilà, zéro déchet. En tout cas, merci beaucoup Myriam pour ces conseils. Mounia, merci beaucoup encore pour ces conseils. On se retrouvera très bientôt pour d'autres conseils. Bien sûr. Durant cette saison estivale. Myriam, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de Tipaza. C'est Sophia Chouban qui nous y emmène et on se retrouve juste après. De par son ancienne appellation Yol, cette ville berbère par excellence de Tipaza a subi différents envahissements. Vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens ont fondé un comptoir. Puis, les Romains qui se sont succédés dans cette cité punique avaient aménagé des sites d'importance vitale. De nos jours, les ruines archéologiques sont très visibles pour tout visiteur passant dans cette contrée, donnant face à la Méditerranée. J'ai trouvé franchement ça magnifique. C'est un trop beau pays. Je savais qu'il était beau, mais comme j'ai vu, je ne pensais pas. On est allé dans des beaux endroits, on est allé dans des trucs rocheux. Ça a été une très grosse découverte, impressionnant même. J'ai jamais pris autant de photos de ma vie en faisant des séjours. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, malgré mon jeune âge, et je peux vous dire que de tous les pays au monde, pour moi, les 7 merveilles du monde, elles se trouvent en Algérie. Situé à la sortie ouest de Tipaza, ce musée à ciel ouvert est constitué d'un vaste ensemble de monuments, dans lequel a été bâtie une nécropole comprenant la basilique funéraire de Sainte-Salsa. En somme, nous nous trouvons au cœur d'une ville dans la ville. Les colonnes, les anciens blocs de granit, les pierres de théâtre, qui sont encore intactes dans ce parc archéologique, classé en 2002 patrimoine mondial de l'UNESCO. D'importance touristique en toute saison, les sites de Tipaza de Mauritanie restent ouverts à tous les voyageurs qui optent pour la destination Algérie et donc les richesses de son patrimoine culturel, archéologique et immatériel demeurent insoupçonnées. Et c'était donc une virée à Tipaza et c'était en compagnie de Sophia Chouban. À présent, nous allons nous intéresser à la cuisine méditerranéenne, cette cuisine qui est très riche et surtout préconisée, très conseillée par les médecins et les nutritionnistes
Nous en parlons ce matin en compagnie d'un chef cuisinier qui se spécialise justement dans la préparation de la cuisine, de la cuisine méditerranéenne et surtout la promotion de la cuisine méditerranéenne. Chef Amine, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Là, chef Amine, c'est vraiment la cuisine méditerranéenne dans laquelle vous vous spécialisez, la paella particulièrement, très riche. Et c'est venu après un parcours quand même de plus de 25 ans. Oui, à peu près 30 ans d'expérience, 1992, le premier restaurant à Madrid. Voilà. Ça a commencé comme ça, donc ça a commencé avec la paella. La cuisine méditerranéenne. Avant, après le bac, j'ai été en Angleterre. J'ai travaillé dans la cuisine, un hôtel, parce que après en Suisse et après en Espagne. En Espagne, j'ai bien aimé la cuisine. J'avais une notion de la cuisine anglaise, américaine et tout. Après la Suisse et la française. Après l'Espagne, la méditerranéenne, que je me suis enamoré. عجبتني بزاف parce que قريبه la cuisine تاعنا méditerranéenne تاع la deuxième تاع ماني تاع c'est les mêmes ingrédients et effectivement tout. Donc c'est vrai que ce sont des plats qu'on retrouve un petit peu dans tous les pays méditerranéens parce que c'est le climat, on va dire, qui va décider un petit peu des ingrédients, de la qualité aussi des ingrédients. C'est ça. كاين واحد البروverbe en espagnol يقول لك somos lo que comemos. Nous sommes qu'est-ce qu'on mange. Effectivement. واش تاكل الكاركتير تاعك تاع لي جون et tout. عندهم زيت زيتون، عندهم الفلفل، عندهم الطوماطيش، سي البحر كيما حنا الحوت، سي ابوبخي ميم لي زيبيس كيما الزعفران كيما الكرويه مازالهم هما العجائز تاعهم دوكا ماهمش يستعملوها لا كويزين مودرن اسبان مي وكان تروح للبعيد شويه كانوا يستعملوا لي ميم حنا الكرويه كمان سي ايبيس ما تخطيش من لا كويزين فوالا الجيريان عندهم. انا صبت تماك واحد اون غران مير في كويزين طيب بيان في السود تاع الاسبان ديكتيتها ديمونديتها لا روسيت قالت لي ما تعرفهاش هذه باسكو هنا ماهمش يعرفوها قولي لي واش قالت لي على الكرابيه هما يقولوا على الكرابيه الكرويه سي سا. Voilà, effectivement. Alors justement, chef Amine, la cuisine méditerranéenne est l'une des cuisines les plus riches au monde. D'ailleurs, c'est une cuisine qui est très recommandée aujourd'hui dans certains régimes, particulièrement au régime de diabétiques, parce que ça reste quand même une cuisine très équilibrée et surtout très riche en fibres, très riche en cuisine, plutôt en légumes, en protéines, surtout, pas trop de sucre. Pas trop de sucre, pas équilibré, parce que l'huile, mais زيتون خضر ماشي طايب هما يطيبوا به خضر. هما عندهم بزاف الخضره لي ليغوم سيرتو في الصيف كي رانا لي ليغوم هما عندهم ان بلا تري كونو الغاسباتشو سي سوب في الصيف يديروها بزاف وشنو يحكموا شلاضه الفلفل طوماطيش سي سا فلفل طوماطيش شويه كونكومبر شويه بصل شويه ثوم الزيت الخل شويه كمون ايتو يرحيوها ويشربوا فريش هكذا في الصيف يشربوها. Pour le corps, c'est pas. Alors maintenant qu'on parle de gazpacho, qui reste quand même une soupe froide qui est très prisée aujourd'hui dans tous les pays méditerranéens. Oui, la France, Portugal. Alors ça se cuisine comme une soupe normale ou elle est crue. C'est cru. À base de tomates. سهلة la recette. 1 kilo de tomates, un poivron, فلفل خضر، حبة فلفل خضر، حبة ثوم سنينة ولا زوج ما تكثروش الثوم بس هكذا، نص حبة بصلة. Bien que le thym est un excellent antibiotique. Oui, شوفي واش فيها زيت زيتون والخل شويه ملح وشويه ان بو de sel et شويه كمون ترحيوها تباسيوها frigidaire في الصيف c'est incroyable. Voilà, donc ça c'est une recette qu'on peut partager avec nos téléspectateurs ce matin pour on va dire s'éloigner un petit peu des boissons gazeuses, le fléau du siècle. Attention, on va dire. Attention, c'est très très dangereux. Maintenant, أنا عندي 30 سنة في الإسبان غير كما جيت في الجزائر من شوية دهشان. les jus بزاف فيهم beaucoup de sucre. Beaucoup de sucre. Les gâteaux, la pâtisserie algérienne دوكا بزاف le sucre, pâte à sucre et tout. Oui. C'est très très dangereux. نقدروا نديروا une tarte aux pommes. من زيد السكر لا بوم فيها السكر تاعها لي فريزون دو سكر. Pourquoi ajouter les sucres من بعد البنه واحد يولي يعرف يستبن exactement. كي يدير الملح ولا الاخر البنه تروح. Alors ça
C'est vrai que le goût devient linéaire, tout se ressemble sur le plan, sur le plan du goût. Alors, chef Lamine, justement, vous avez fait plus de 30 ans donc, à l'étranger, vraiment vous êtes spécialisé dans la cuisine. Aujourd'hui, vous êtes revenu en Algérie, vous avez ramené votre savoir-faire. Oui. Alors, vous vous êtes implanté il y a quelques mois seulement. Quelques mois, 3 mois, parce que le parcours تاعي j'étais à Madrid ظهر تاع ربي هو اللي يسير. احنا غير نمشيو ربي هو اللي يوري لك الطريق كون برك انسان صالح وخدم بالنيه وافيك لامور. خدمت في بتي ريستورون في البرنابيو، سكينه برنابيو صافي 30 ans، ما كانش عندهم ريستورون لو جوار يجوا ياكلوا عندنا. كي لحقت عجبهم on a tablé. Ce sont de grands joueurs. Hein, oui, ومن بعد حليت الريستورون تاعي ولاو يجوا عندي pratiquement chaque jour. Même on a fait un contrat مع ريال مدريد justement مع النيترينيست تاعهم. كانوا هما لي رهاب ان سبورتيف يجري بزاف سيرتو هما بوكو دو كومبيتيسيون. واش ريكومونداهم يجوا 2 fois par semaine ندير لهم الماكله وين يونطرينيو. وشنو الماكله؟ سي لو غي افيك دي بالخضره. القرنون القرعه سي دي بايلا سبيسيال بوغ باش يقدروا يديروا هذا الارهاق. ومن بعد ولاو شغلين فامي في الريستورون تاعي يجوا كل يوم لي زانيفيرسير ميم اون اميتي. جيت هنا للجزائر باسكو عندي الشيخ بابا الله يرحمه ما شفتوش 30 قعدت معاه شويه الحمد لله حتى توفيت. ومن بعد اون اوتر اكتيفيتي هنا في الجزائر الحمد لله. مي لا كويزين ما قدرتش كل يوم نطيب يجوا صحابي طيب لنا حنا حاجه لا فامي انت لي ريستورون. فوالا جي ان فخ كان تري بون ريستورون لهنا ويخدم كان في لوتريش اوسي ولا غاسترونومي كان مليحه. قلت وعلاش لا بوكا با. كونت كي جا الكوفيد جاتني ليدي نحل ا دوميسيل سورتو لا بايلا نديرها في المقله تاعها بيا مغلوقه فقط اون فامي باسكو لا بايلا لا بايجا هذه هما ياكلوها توجور لو ديمونش. داكور. وسي لا غرومير كيما حنا الطعام. فوالا لو ديمونش لا فامي كاع عند لا بويلا لا غرومير يجوا لي مزوجين دراري يديروا لا بايلا قصعه كبيره فيها البركه وياكلوا. الوغ حليت صافي 3 mois سميتو سافران. Parce que le restaurant est à Madrid, c'est Zafran. نحب الزعفران parce que alors justement, j'allais vous poser la question par rapport au safran, par rapport au Zafran, qui reste quand même, on va dire, le roi des épices. Oui, le roi des épices. C'est l'épice la plus chère au monde. La plus chère au monde. Aujourd'hui, elle est d'ailleurs surnommée l'or jaune. L'or jaune, c'est ça, la plus riche parce que تتلقط surtout باليد بالوحده وما توزنش بيان، ما توزنش بزاف لو بوا تاعها. Et très très difficile à cultiver. في الجزائر بداو يديروا زعفران باسكو انا نوتيليزي توجور لي زانغريديون باش تكون عندك كوزينه مليحه. لا باز لي زانغريديون. الزعفران من الملح من البطاطا تو شوازي تو. الور الشعره تاع الزعفران اون ديلوي ماشي ما نديروش بزاف نديروها في الماء باش نديروا الكو تاع لا بايلا ميم بور لا سونتي. C'est très très bénéfique. C'est vrai qu'aujourd'hui, le safran, il a trouvé sa place dans l'aromathérapie, il a trouvé sa place même dans la parfumerie, parce qu'il donne quand même un parfum très bon, mais aussi dans la nutrition, dans la médecine. Nutrition, la cosmétique, et oui, c'est recommandé. Très recommandé, effectivement. Donc aujourd'hui, vous faites beaucoup plus la livraison, vous n'êtes pas encore installé, mais on peut toujours vous contacter pour ça. Bien sûr, bienvenue, مرحبا بكم. Il y a tout. J'ai fait une carte, بديت بها وراني نكبر فيها بالعقل un peu de tapas. Tapas, c'est des petits plats espagnols. C'est tortilla et patates, omelettes, frites, une salade de fruits de mer. On a des moules farcis. Il y a beaucoup de salades et puis beaucoup de sortes de riz. Parce que ما يعرفوش أنا حبيت نعرف هاد لا كويزين. نديروا الروث نيغرو. C'est le riz est noir avec la sèche et la sépia. احنا عندنا السيبيا لا بلو بون مش عارف الحوت تاعنا عنده جو خير نتاع سمحوا لي لاسبان مي كي لا كروفيت تاعنا تاكلها هنا ولا تاكلها هنا سي با يقول لك الحوت تاعهم صامت ولا احنا عندنا والخضره تاعنا والفاكهه. بوركوا اون بروفيت با دو سا نقدروا نديروا دي ميرفي افيك لي زانغريديون تاعنا. الور يقدروا يعيطوا لي كليون في التليفون ولا في الاخر يشوازي لا بايلا تاعهم كاين تاع الخضره غير الخضره كاين تاع الدجاج باش نحوه بزاف باسكو اللحم يجي فيه لي كالوري كاين تاع الحوت كاين تاع الحوت فوالا 2 personnes 4 personnes familiales ونجيبوها on a juste besoin de vous contacter. Voilà, on a juste besoin de vous contacter pour ça. En tout cas, merci beaucoup, chef Amine, d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite beaucoup de succès dans ce que vous allez entreprendre. Merci à vous pour l'invitation, avec plaisir. Et bon vent à vous, on va dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chef Amine, et nous allons continuer.
Dans le domaine de la chanson et dans le monde de la chanson, et nous avons deux artistes parmi nous ce matin. Monsieur Hassan Aïtemghar, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci de l'invitation. Et vous êtes accompagné aujourd'hui de votre fille que vous avez initiée d'ailleurs à la chanson, Amina Aïtemghar. Amina, bonjour. Ça va? Comment ça va, Amina? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Alhamdoulilah. Avec Alhamdoulilah, le soleil, merci on est pour gâtés. N'est-ce pas? Wallah, on a دروش خير. Et puis vous êtes déjà au bord de la mer, je pense. Oui, à Ain Benyan. À Ain Benyan, Voilà. et ben voilà, donc on n'est pas tellement dépaysé. Hein. On profite bien de la mer en tout cas. Ah oui. N'est-ce pas? Voilà. Alors, Monsieur Aïtemghar, justement, donc vous avez commencé la chanson il y a déjà très très longtemps, même si dans votre parcours il y a eu quand même quelques coupures. Mais votre passion pour la chanson ne s'est jamais arrêtée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, exactement. Et il y a longtemps, depuis que j'ai côtoyé le monde de la musique, c'est-à-dire j'ai gratté des cordes déjà à l'âge de 14-15 ans, comme ça. Oui. Puis j'aimais beaucoup pratiquer. Et je suis resté comme ça, j'apprenais petit à petit. C'était l'époque des groupes. Oui, c'était l'époque des groupes, effectivement. Je suis rentré dans un groupe. Au début, c'était un groupe amateur. Et j'aimais beaucoup la scène. Mais il faut dire aussi, Hassan Aïtemghar, que c'était effectivement à l'époque des groupes. Vous aviez vous-même votre groupe que vous côtoyez dans le domaine de la chanson, même s'il y a eu plusieurs coupures entre-temps pour plusieurs raisons. Mais il y a quelques années, de cela, 3-4 ans, que vous avez repris avec le même groupe. Oui, j'ai repris. Bon, avant ça, on a fondé un groupe. Moi, j'avais 19 ans. J'étais contacté par des musiciens. Et notre objectif, c'était de composer et de faire des chansons. Donc, faire une cassette, c'était l'époque des cassettes. Oui, les cassettes, oui. Amina, tu te rappelles, toi, des cassettes? Non, non, je me rappelle plus. Non. Tu sais ce que c'est? Oui. Voilà. C'est la question qu'on pose à la nouvelle génération, toujours. Hein. Alors là, j'avais 19 ans. J'étais le plus jeune dans le groupe. Oui. On a composé, effectivement. On a composé, on a enregistré. C'était chez Mahboubati. Oui, la oui. Et les chansons passaient à la radio. Voilà. Mais le répertoire, il n'était pas, c'est-à-dire complet pour faire une cassette. Mais on se préparait. Et en cours, on faisait des tournées, on faisait des fêtes. C'était l'époque des clips du pain, Moretti. Oui, oui. Oui, effectivement. Alors, Amina, aujourd'hui, tu accompagnes papa, on va dire, dans la chanson. C'est on va dire, un noble virus qui a été transmis. كما يقولوا من الدم للدم. لا كينط يغني alors كما يقولوا زدت بها انا الموسيقى tu vois. Donc فوالا كي نط نسمع فيه يغني ونقعد قدامه هكا نسمع يغني نبقى نغني كلمه بكلمه. Il faut dire la relation papa-fille, elle est très particulière. Elle était très jeune, à l'âge de 15 ans comme ça, 16 ans. Quand je jouais à la guitare dans ma chambre, je la trouvais toujours devant moi. Voilà. Je commence seul, mais après, quand je fais ça, je trouve quelqu'un avec moi. Et c'est Amina. Là, elle a commencé à... Oui. Donc... à développer l'oreille musicale. À développer l'oreille musicale, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais quand elle me voyait jouer, elle était très curieuse de voir comment jouer la guitare. Elle me posait des questions. C'est la seule fille que vous avez? Oui, c'est unique. Allah Ibarak. Ça se comprend un petit peu, même si parfois souvent, même toujours, la relation père-fille, elle est très très particulière. Et d'ailleurs, votre relation exceptionnelle, on va dire, et tout ce partage de passion a fait que vous avez réalisé enfin votre premier album, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en dites si on va écouter un extrait et on se retrouve juste après pour en parler? Ok. Voilà. Allez. الدواين نتمني سافلت فكاد الطية موق الغوالة غادي اللي ظن رياض ودا الحارة إيلو الدواين نتمني سافلت فكاد الطية موق الغوالة غادي اللي. Voilà, donc magnifique extrait effectivement
Hassan Aitamar, donc c'est Aitamrar, pardon, c'est donc votre album. Alors vous me disiez que vous pensiez à engager un compositeur, mais finalement vous êtes retrouvé à faire les choses vous-même. Oui, quand j'étais dans le groupe au début, je parle pour cet album. Hein. Avant l'album. Oui. Avant l'album. Avant même d'avoir l'idée de faire un album. Oui. J'étais dans le groupe des années 80. J'étais entre 82 et 84. J'étais que guitariste, j'étais musicien. Oui. Mais après la rupture, elle est venue comment? J'ai été au service national. Oui. Donc à l'époque, le service national, c'était un peu long par rapport à maintenant. C'était 2 ans. 24 mois, effectivement. Et je pensais reprendre après. Mais malheureusement, non. Je n'ai pas repris parce qu'il y a eu des obligations. Il y a eu des obligations. Voilà. Donc je suis resté comme ça pendant des années jusqu'en 96. Et j'ai repris avec le même groupe, mais cette fois-ci comme chanteur. Et ce qui est bien, c'est que toujours l'esprit du groupe revient. Hein. Toujours avec moi, je suis issu d'un groupe, donc j'ai gardé toujours l'esprit du groupe. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai repris mon groupe. Et on a essayé de travailler pendant presque une année. Et comme la période, c'était la décennie noire, c'était en 96. Et malheureusement, ça n'a pas marché, on a arrêté. Et je reviens encore une autre fois, il y a à peu près 5 ans de ça, avec le même groupe, comme chanteur, dans l'esprit de faire quelque chose, c'est-à-dire faire un album, faire quelque chose. Je me suis retrouvé au bout de 2 ans comme ça, en train de tourner en rond. Et pour ne pas disparaître complètement, j'ai choisi de mener mon chemin en solo. Ah ben voilà. Pas vraiment en solo, hein, parce que votre fille vous accompagne, n'est-ce pas, Amina? Hein? Oui. Alors, Amina, tu joues à l'instrument, mais tu chantes aussi, n'est-ce pas? Les deux. Je chante et je joue, les deux. Alors, tu chantes, tu joues, tu as fait des écoles, tu as appris, ou c'est juste papa qui s'est... Non, j'ai fait 1 an conservatoire. D'accord. Après, j'ai quitté. Après, c'est papa qui a pris l'encadrement en main, n'est-ce pas? Voilà, oui. On t'invite peut-être à nous interpréter un petit quelque chose? Oui, pas de souci. La maison de Ezir Salem. Oui, avec plaisir. Très très belle reprise, effectivement. Allez, c'est à toi.
Bravo, vraiment, merci beaucoup. Et alors là, une voix totalement envoûtante. Hein. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez fait un beau travail, hein, finalement. Avec ça. N'est-ce pas? Vous avez fait un beau travail avec Amina. Oui, elle aime beaucoup. Elle aime beaucoup pratiquer. Elle écoute et elle aime beaucoup pratiquer. Et moi, je suis là pour l'encourager. Et vous êtes là pour l'encourager, l'encadrer, l'orienter également. Donc, Amina, cet enregistrement de ce premier album, ça a été donc votre première expérience. Vous l'avez vécu comme ça? Oui, ma première et ma belle expérience. Oui. Alors, parce que c'était une belle chanson. En plus, les paroles, c'était extraordinaire. Genre, moi, donc voilà. Ça traduit un petit peu. C'est un hommage pour nos filles. Il y a un peu cet échange donc, entre père et fille, n'est-ce pas, qui est totalement mis en valeur. Alors là, maintenant, la carrière solo ou la carrière en duo, on va dire, avec Amina a été lancée. Peut-être des projets à l'avenir? Beaucoup de projets. Bon, d'ailleurs, mon album il est sorti en 2020. Et malheureusement, c'est venu... En 2020, c'était pourtant en plein période Covid. C'est une aventure, on va dire. C'est une aventure, voilà. Et depuis, avec les confinements, j'ai composé encore. Oui. Donc ça nous a permis aussi de travailler, même c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes que nous recevons... ils ont su, on va dire, profiter de la période du confinement pour composer, pour créer, pour... Oui, donc mes souhaits, c'est d'aller aussi soit voir un autre album, soit de faire des singles comme ça. Mais, Inch'Allah, c'est la fin de la pandémie, j'espère. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on espère. Vraiment, Amina, peut-être des projets dans le domaine de la musique? Inch'Allah. Des scènes, pourquoi pas? Cette fois-ci, on a fait l'album, des scènes, probablement. Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite une très très belle continuation. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Amina Etemrar, merci beaucoup. Hassan Etemrar, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Alors, on ne va pas vous laisser partir comme ça. Vous n'allez pas nous laisser partir comme ça. On va se terminer, peut-être se quitter, peut-être avec une belle chanson que vous allez nous interpréter. N'est-ce pas? Allez-y. Je vous invite donc à prendre votre guitare. Merci encore une fois. Et voilà, donc nous arrivons, allez-y, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Surtout, n'oubliez pas de vous hydrater, de mettre des chapeaux et des lunettes de soleil pour vous protéger. Nous avons du beau soleil. Profitez de vos vacances. Et je vous dis très bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir. اسمك اللي بغى مزيان ذاك ولا شي تشبان لهنا يوقت يا المدان يا شباحي النسية فران لهنا يوقت يا المدان يا شباحي النسية فران يقم ومغار يغبر نسمع حسيس لا غورس يكس العبار لا لا والس وزاليس سال معنا يكف القدار كل وايس نمكانيس سال معنا يكف القدار كل وايس نمكانيس تجمع الرجل عليه